Quand on m'a proposé de faire ce talk, on m'a demandé de parler de mon parcours. Et c'est vrai qu'on voit souvent la surface visible de l'iceberg. On peut voir la communauté, on peut voir la boîte, on peut voir ce qu'on fait, mais on ne voit pas ce qu'il y a eu au début, on ne voit pas tout le parcours qu'il y a eu, tout ce qu'il y a derrière. Et on me pose aussi très souvent des questions. Du coup, j'ai regroupé des questions qu'on a pu me poser, soit par Instagram, soit par Discord. Et ça va me servir de prétexte pour vous répondre sur plusieurs choses. Donc, je suis du coup co-directeur de MHS Prod, donc une boîte qu'on a ouverte depuis 1 an. Donc, j'ai un petit peu moins d'expérience que Pierrick, peut-être moins de baffe dans la gueule pour le moment. Et cofondateur aussi de la Motion Designers Community. Donc, très rapidement, j'ai une vidéo qui s'appelle Présentation. Alors, j'ai juste été sur l'ordinateur pour très sommairement montrer aux gens qui ne verraient pas ce qu'est MHS Prod ou la Motion Designers Community, ce que c'est. Donc j'étais sur Instagram parce que très rapidement ça permet d'avoir une idée des choses qu'on peut présenter. Donc je ne montrerai pas de vidéos. Les seules vidéos que je vais montrer aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont plus sur Internet ou pas sur Internet. Justement toute la partie qu'il y a avant Instagram. Donc tu peux cliquer sur Play. Donc là, c'est des travaux. MHS Prod, c'est 2 personnes, c'est Sylvain Favre et Maxime Accard. À la base, on est 2 potes. On s'est rencontrés il y a 10 ans pour faire de la musique. Et vous allez voir comment est-ce qu'on s'est mis à la production. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont présentés, des travaux qui sont nos travaux, des travaux qui sont des collaborations. Et voilà, enfin, vous pouvez avoir une idée assez rapide de ce qu'on fait. Donc c'est très moderne. On retrouve beaucoup de cyberpunk, de néon, enfin bref, toutes les super Instagram trends. Voilà, comme ça vous donne une idée rapide de notre univers, donc qui est très orienté en 3D. Et donc à la base, on s'est jamais dit, ni Sylvain ni moi, qu'on voulait faire de la 3D. Ce qu'on voulait faire, c'était de la musique. Et du coup, on est vraiment arrivé totalement par accident dans le métier. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu des projets récents que j'ai pu faire. Donc ça, c'est des caps virtuels qui ont été faits, par exemple, pour le show de Bring Me the Horizon. Et ça, c'est quelques steel frames faits pour l'éclate sur Houdini. Donc ça, c'est que des choses que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc je ne vais pas passer trop de temps. Enfin, c'est une vidéo très courte de présentation, juste pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, pour voir le tout. Donc il y a un Vimeo aussi. Je vous invite à aller voir le film Beyond Us et à parler avec Maxime Thibergien, qui est juste là, qui a été du coup directeur de ce film. Et on a pu avoir la chance de l'aider. Donc la Motion Designers Community, c'est une communauté au sens large. Il y a des groupes Facebook, Discord, il y a des tutos, on a fait des événements. Et il y a une page, on va dire le vecteur le plus connu des gens, c'est cette page Instagram où tous les jours je partage environ 6 posts. Alors aujourd'hui je ne l'ai pas encore fait. Et on a des groupes voilà, de Facebook d'échange et de partage. Donc c'est vraiment une communauté au sens pur de la chose et pas des communautés comme souvent on a un Join the Community. En fait, quand on clique, on rejoint une newsletter ou quelque chose comme ça. Donc on n'a pas dénaturé le mot communauté, c'est une vraie communauté. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, qu'il y a des Discord, blablabla. C'est vraiment pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la chose. Et on va pouvoir passer, du coup, je pense, à la vidéo suivante, juste pour vous montrer rapidement. Pas celle-là. La vidéo, ce sera vite fait musique. Donc pour vous expliquer notre rêve, voilà, ça c'est Sylvain, donc mon collaborateur. Et notre rêve, c'était de devenir quelque part rockstar. Et on s'est pas trop bien démerdé, puisque en 2015, j'ai joué au Hellfest. Du coup, j'ai rejoint un autre groupe. Après, c'est un cut dans l'histoire, mais on s'est plutôt bien démerdé. Et du coup, pendant un moment de ma vie, voilà, la musique a été mon activité principale et c'était un métier. Donc la plupart des choses que j'ai appris et toutes les connaissances, je les ai transférées de la musique au motion. Donc je suis vraiment arrivé dans le motion, mais sans vouloir faire de motion. Et du coup, comment est-ce que fonctionne un groupe? Pour moi, c'était comment fonctionne une entreprise. Donc si je fais du motion, bah, ça doit fonctionner comme un groupe de musique. Donc là, c'est juste des extraits de clips plutôt calmes, hein, sans la musique.
Donc, il y a une vidéo qui est assez marrante, qu'avec des vidéos qui sont normalement plus trouvables sur le net, sur l'origine de MHS Prod. Et là, on remonte sur un de nos tout premiers clips. Alors, je crois que j'étais encore au lycée. Et bah voilà, on voulait devenir rockstar. Donc, très rapidement, il fallait faire des clips. Et quand on n'a pas d'argent, bah, on finit par réaliser ses propres clips. Alors, on peut voir que voilà, c'est filmé dans la salle de répète. On est très très chaud. On était très très motivés. Donc voilà. Et il y a du ketchup dans le nez. Et je crois que la vidéo est encore sur Dailymotion. Vous pouvez la trouver. Ça, c'était aussi un de nos tout premiers concerts. Et bah, on s'est rendu compte que les clips, finalement, il y avait de la demande. Et donc, on a commencé, on a même figurant des clips, on a commencé à contacter tous les groupes qui répétaient dans notre studio pour leur proposer notre service. Parce qu'on s'est dit, ouais, si on fait ça, on va gagner de l'argent. Et grâce à l'argent, on pourra produire notre album, on pourra réaliser des meilleurs clips et faire beaucoup plus de choses. Et donc, on est devenu presque filmmaker encore une fois, par accident, tout simplement pour se faire de l'argent, pour alimenter notre projet principal, qui était le projet musical. Donc là, c'est une évolution de tous les clips pour voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu. Et donc, du coup, tout ça, s'était fait entre nous totalement au black, hein, pas du tout de manière déclarée. Donc ça, c'est sorti en 2014. Donc voilà, tourné dans le jardin de mon grand-père. Puis on faisait des clips, mais vraiment pour tous les styles de musique. Il fallait qu'on récupère... Enfin, autant le dire, il fallait qu'on récupère du fric pour financer nos projets. Donc on a fait du rap, on a fait du gospel, on a un peu tout fait. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on avait les effets spéciaux. Parce que quand on fait du clip, forcément, on apprend la correction colorimétrique, les effets visuels. On mettait beaucoup de fumée aussi. On avait investi dans une machine à fumer achetée sur Amazon 20 balles. Du coup, dans tous les clips qu'on a fait après, il y avait de la fumée. Et c'est comme ça qu'on a appris les skills grâce aux vidéos de Andrew Kramer, et à chaque fois dans le but de se dire il faut qu'on produise du contenu de mieux en mieux. Et ça, c'est un clip de La Fouine sur lequel on a travaillé, encore une fois par accident, puisque j'avais un pote à moi qui a totalement raté ses études, et un jour lui aussi faisait des clips, et il me dit ouais, j'ai une opportunité pour bosser sur un clip sur La Fouine, il faut faire des effets visuels, est-ce que t'es chaud? Moi je connais personne. Et du coup nous on a répondu oui, donc on a bossé gratuitement pour faire des effets visuels un peu marrants. Et du coup, ça nous a permis de continuer de s'améliorer. Et grâce au clip de La Fouine, on pouvait dire hey, on a bossé pour La Fouine. Et on a commencé à augmenter nos tarifs et à vendre des clips à d'autres groupes. Donc ça, c'est la naissance de MHS Prod. MHS Prod qui était MHS, qui était My Hidden Scene, donc le nom de notre groupe. Et voilà. Donc comment est-ce que MHS Prod est né? C'est vraiment né au fur et à mesure de notre parcours musical. Et donc les débuts dans le motion, il y a une vidéo, les débuts dans le motion, se sont faits avec ce qui s'appelle les lyrics vidéo. Attention, ça pique les yeux. Donc encore une fois, c'était un truc, on regardait les groupes, un peu ce que faisaient les groupes américains, les gros groupes de métal, et on se disait, ouais, les mecs, ils ont des clips vidéo et ils ont des lyrics vidéo. Donc il faut qu'on fasse des lyrics vidéo. Comment on fait des lyrics vidéo? Et du coup, on s'est mis à After Effects pour faire des lyrics vidéo parce que... en tout cas, dans notre vision des choses, un groupe, ça doit avoir des lyrics vidéo. Et puis, pareil, il y a eu une demande. Il y a des gars qui sont venus nous demander hey, est-ce que vous pouvez nous faire des vidéos? Donc, on a fait des vidéos, peut-être, alors j'ai plus le recul dessus, mais peut-être de moins en moins merdiques, mais ça restait quelque chose de totalement alimentaire. Et on a totalement découvert voilà, toute l'animation de texte, la synchronisation avec les images, toujours dans le but de financer nos projets. Voilà, donc il y a une petite évolution. Vous pouvez voir que c'est très vidéo copilot. Et puis du coup, comme la 3D c'est stylé, on a commencé à intégrer de la 3D dans les projets parce que la 3D ça faisait vendre plus cher les lyrics vidéo. Donc on s'est dit ouais, il faut qu'on se mette à la 3D, on peut faire des effets sympas. Et du coup, ça c'était les premiers trucs 3D, qu'on pouvait faire. Et voilà, donc les premiers. Alors on va voir, il y a le texte qui glisse et tout. Et ça, c'est des trucs qui sont normalement plus visibles sur Internet où il faut vraiment connaître les liens. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on s'est mis à la 3D? Parce que ça nous permettait peut-être de pouvoir grappiller 600 balles au lieu de 350. Et donc vraiment, pareil, dans tous les styles, ça pouvait être... le premier client qui venait, on était chaud. Et du coup, entre-temps, j'ai rejoint un autre groupe
Du coup, le groupe avec lequel j'ai pu jouer au Hellfest en 2015. Et pareil, toujours dans l'optique de production. Donc pas de Octane hein, à l'époque, et pourtant on s'est mis à partir de la fin de Octane 2. Donc tout ça avec le moteur classique de Cinema 4D. Voilà, autant dire très très motivé, et on était très fiers de nous. Donc voilà comment on a plongé dans le monde de la 3D et découvert qu'il y avait une demande et des gens qui pouvaient être intéressés par ce genre de service. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, pareil, pas d'Octane, donc un PC pas forcément super puissant. Donc on essayait de trouver des moyens un peu stylisés, d'avoir des rendus qui soient un peu plus vendeurs que le moteur classique. Et du coup, normalement, à la fin de cette vidéo, vous avez vu que des choses qu'on ne montre plus du tout. Et je trouvais ça assez intéressant de voir justement comment est-ce qu'on a pu commencer. Donc pareil, tout ça, pas de Octane, juste... voilà, puis on était un peu gogol, on mettait l'illumination globale, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors, il y avait des temps de rendu de 20 minutes, et du coup, on a retesté de faire les rendus sans, et le rendu était pareil, mais pour nous, c'était mieux. Et voilà comment MHS Prod s'est créé totalement dans le but de servir à la base un projet musical. On peut passer à une autre vidéo. Et du coup, entre-temps, on a développé nos skills 3D. Et on va peut-être cliquer sur les premiers tafs intéressants. Et du coup, tous ces accidents ont permis de ramener des travaux plus ou moins intéressants, puisque à force de faire des lyrics vidéo, on a été contacté par Bro Safari. Du coup, j'ai fait une vidéo pour Bro Safari, qui a fait 1 million de vues. Et du coup, 1 million de vues, ça commence à ramener des clients. Et puis, via la communauté, puisqu'on a créé la communauté, je vous expliquerai un petit peu plus comment elle s'est créée. Voilà, j'ai commencé à bosser avec d'autres artistes. Par exemple, Yvan, qui a été un admin de notre communauté, il m'avait engagé pour faire, par exemple, cette séquence de Kaleidoscope sous After Effects. Et donc, voilà comment on a pu rejoindre des travaux assez intéressants. Notre tout premier travail sur Cinema 4D, donc du low poly, pareil, via quelqu'un de la communauté. Donc on modélisait des petits éléments. Et du coup, via ce travail, un jour, une autre annonce sur la communauté, une annonce de Maxime, encore une fois, qui recherchait quelqu'un pour créer des assets pour un film d'ouverture pour la fête de la science. Du coup, je l'ai contacté et puis avec Sylvain, on a créé des assets pour cette vidéo. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu mettre un pied dans le monde professionnel. Donc du coup, vous l'avez compris, pas d'école, pas de formation, pas de connaissances, juste du pur, pas du hasard, mais juste on est rentré dans un terrier et on a continué de creuser. Du coup, je pense qu'on peut passer aux questions, puisque de tout cela découle beaucoup de questions. Je pense. Donc à partir de 0 en haut, voilà. Donc mon parcours, comme vous avez pu comprendre, j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo au lycée, donc pour réaliser les clips, et je me suis formé avec Andrew Kramer et Video Copilot principalement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, moins Grayscale Gorilla et moins tout ce qui était 3D, à la base, mon objectif, c'était juste de faire des vidéos. Et encore une fois, je ne voulais pas forcément faire des vidéos. Je pensais qu'un jour, on aurait assez d'argent. Je pensais qu'il y avait assez d'argent, en tout cas, dans la musique pour que je puisse laisser tomber la vidéo et me remettre totalement à la musique. Et voilà, totalement autodidacte là-dessus. On peut passer du coup à la question d'après. Du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'on trouve des clients? Si vous regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, les derniers clients qu'on a pu avoir, c'est Matt Pokora, Mylène Farmer, McLaren. Du coup, on nous pose souvent des questions, comment est-ce que tu trouves des clients? Et on a eu la chance
quelque part, disons, la chance de venir du milieu musical. Et dans le milieu musical, il faut savoir que ton prix, c'est pas à quel point tu es bon, c'est à quel point tu es connu, donc à quel point tu vas ramener des gens dans la salle. Et c'est ce qui va définir le prix par lequel un agent va te vendre sur un plateau. En tout cas, si on est dans un groupe du circuit semi-pro. Semi-pro, ça veut dire pro, mais qui ne gagne pas, pas assez sa vie. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il nous fallait de la visibilité. On sortait de la musique, il fallait absolument de la visibilité. Donc la première chose qu'on a décidé de créer, c'est de la visibilité, avec des techniques qui sont tout à fait, on va dire qu'on peut controverser, mais par exemple quand on a lancé la chaîne secondaire, qui aujourd'hui est devenue la Motion Designers Community, c'était une chaîne secondaire pour notre groupe, où on s'est dit on va sortir de la quantité plutôt que de la qualité, parce que quand on sort beaucoup de vidéos, à gauche sur l'onglet de YouTube, bah, en fait c'est référencé par le nombre de nouvelles vidéos. Et on s'est rendu compte que quand on sortait beaucoup de vidéos, bah, notre chaîne elle arrivait au-dessus des autres. Donc on s'est dit bah, on va faire beaucoup de tutos. Alors c'est des tutos qui ont été supprimés, mais il y avait des tutos qui étaient en 8 parties. Voilà, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus professionnel, c'est orienté motion, c'est bien fait, c'est pas fait pour, voilà, c'est moins fait pour le référencement, mais voilà, on s'est dit, bon, il nous faut de la visibilité. Et du coup, les clients, en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'ils viennent à nous. Donc, grâce à toute la visibilité de la communauté et de nos pages, on arrive à avoir des clients et aussi via tout le relationnel qu'on peut avoir. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu après. Mais c'est aussi beaucoup des relations qui nous ont amené du travail, donc soit via la communauté, soit des gens dont j'ai pu voir les travaux sur Internet et puis simplement en venant les féliciter, en leur disant que j'avais apprécié leur travail. On peut arriver à créer des connexions et puis un jour, voilà, ils voient vos travaux et puis ils se disent que ça peut être intéressant. Donc la plupart du temps, les clients, on essaye de ne pas les chercher justement pour avoir le plus de créativité possible. Par exemple, les clients pour Mylène Farmer, bah, c'était des speakers qu'on avait mis sur notre second MDC Meetup. Donc vous voyez qu'on essaye vraiment d'avoir une approche qui est un peu plus organique et réelle que réellement faire du démarchage. On n'a pas vraiment une logique de grosse entreprise. On est en train de découvrir un petit peu toutes ces choses-là en même temps. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Et pareil, McLaren, on n'avait jamais travaillé pour les voitures avant. Et très souvent, je vois des gens qui s'acharnent, qui font des vidéos de Nike en espérant un jour travailler pour Nike. Et récemment, bah, on a été contacté via Instagram par Puma et on n'a jamais fait de fake vidéo Puma ou Nike. Et McLaren, c'était pareil, c'était surtout grâce à la visibilité, à un employé qui est venu et qui nous a dit les gars, c'est sympa ce que vous faites, si un jour vous passez sur Londres, n'hésitez pas à venir visiter les locaux. Et du coup, bah, on a visité les locaux et on a dit que voilà, on était disponible si un jour ils avaient besoin de services. Et c'est comme ça que la relation, en tout cas, s'est créée avec le client et non pas en faisant une super vidéo de bagnole. Du coup, comment se faire connaître? Ça aussi, c'est une question qu'on pose beaucoup et je précise, à chaque fois, c'est mon point de vue sur la question et mon expérience. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent parfois comment est-ce que tu fais pour être visible. Et du coup, je donne quelques petites astuces, en tout cas, qui ont fonctionné pour vous et quelques observations. La première, c'est d'essayer d'être présent un peu sur tous les réseaux. Ce que j'ai pu constater, c'est que sur ArtStation et Beyond, c'est quand même des réseaux qui sont très professionnels. Donc ça va être plus facile de se faire recruter par des studios, mais ça va être très difficile, de mon point de vue, de toucher des clients directs. La plupart des clients qu'on a pu avoir, que ce soit McLaren, les contacts de Puma ou encore même le chanteur de Bring Me the Horizon, ça s'est fait via Instagram. Et je considère que Instagram, YouTube ou Facebook sont des réseaux qui peuvent potentiellement toucher tout le monde. Donc la première observation que j'aurais, c'est de rien négliger. Et pareil, il y a Vimeo et YouTube, et on en voit souvent qui privilégient soit l'un, soit l'autre. Et je pense qu'être sur les deux, c'est pas mal avec un contenu différent. Vimeo est un réseau très professionnel, et sur YouTube, ça peut toucher plus de monde. Et sur YouTube, il y a aussi pas mal de petits contenus qui peuvent marcher. Ça m'arrive très souvent de tomber sur des vidéos time-lapse ou ce genre de choses qui ont pu toucher beaucoup plus de personnes. Donc voilà, essayer de maximiser un petit peu toutes ces choses-là. Et puis après, il y a tout ce qui va fonctionner en termes de partenariat, essayer de faire des collaborations avec d'autres artistes.
et si possible cibler des artistes qui ont aussi, eux, un peu de visibilité pour petit à petit voilà, monter en termes de visibilité. Une question intéressante, on a co-organisé les Vidéo Copilot Live d'Europe. Donc cette année, il y avait 4 événements, Londres, Paris, Barcelone et Berlin. Et c'était la première fois qu'Andrew venait en Europe. Et c'est assez difficile, on va dire, d'accéder à des personnes comme Andrew. Et donc souvent, on pose la question, comment est-ce que tu as rencontré Andrew ? Et là, pareil, coup de chance du destin. Andrew, il a rejoint Instagram, je ne sais pas, peut-être il y a 3 ans. Et il s'est abonné à mon compte perso. J'étais parmi ses 8 premiers abonnés. Alors, je ne sais pas comment. Probablement grâce au système de recommandation. Et tout de suite, je me suis dit que c'était une aubaine, puisque déjà dans ma tête, je me disais que j'allais jamais déranger cette personne. Donc, je ne voulais pas lui envoyer un message, même si je lui étais infiniment reconnaissant. Et je me suis dit que, comme j'avais la chance d'être dans ses contacts, vous savez, dans Instagram, il y a une messagerie autre et il y a une messagerie directe. Et je me suis dit, si je lui envoie un message, il va le voir tout de suite. Donc, je lui ai écrit et je lui ai dit, bah, écoute, un simple message pour te remercier pour tout ce que tu as fait, puisque c'est grâce à toi que je suis professionnel aujourd'hui. Et il a répondu, yo, cool mec, si un jour tu passes à Los Angeles, envoie... Enfin, fais signe. Du coup, je contacte tout de suite Sylvain. je lui parle de l'opportunité. Et ni une ni deux, bah, on a pris des billets pour Los Angeles. Et du coup, bah, on a été le rencontrer dans son studio. Et c'était assez marrant, puisqu'on s'est pointé. Et on a hyper bien accroché, dans le sens où pendant plus de 2 heures, on n'a absolument pas parlé de motion. On est arrivé, il nous a un peu fait visiter, on a fait des blagues, il nous a raconté qu'il avait eu un groupe de punk rock quand il était ado. Il a raconté que son gamin s'était mis du spray au poivre dans les yeux. Et du coup, on a déliré. Et au bout d'un moment, il nous regarde et il fait « Mais au fait, les gars, je ne sais même pas ce que vous faites. » Et là, du coup, on a commencé à lui parler de ce qu'on faisait, surtout de la communauté, puisqu'on était dans l'organisation d'événements, et on lui a montré ce qu'on faisait, et on lui a dit que ce serait cool qu'il soit speaker. Et du coup, il dit, c'est pas mal ce que vous faites, en tout cas, vous avez l'air de vous amuser, et moi, c'est ça qui me fait chier dans les événements, c'est qu'on me demande souvent, mais ça n'a pas l'air marrant, et vous avez l'air de faire des trucs marrants. Et du coup, bah, de fil en aiguille, on en est arrivé à faire le Vidéo Copilot Live Europe. Voilà, pour répondre à la question. Donc encore une fois, un simple message. Comment la communauté est-elle devenue si grosse? Alors, plusieurs facteurs, mais c'est vrai que très souvent, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui essayent de créer des communautés, qui peuvent être des fois des micro-communautés. Ça peut être soit un groupe Facebook, ça peut être soit un groupe de rencontres, ça peut être enfin, plein de choses. Et notre communauté, elle est très visible. C'était parmi les... Enfin, je pense que c'est l'une des plus visibles, en tout cas sur le net, quant au motion design. Et du coup, je réponds à cette question avec plusieurs observations. C'est qu'il y a eu une espèce de creux à la fin des forums. À une époque, il y avait beaucoup de forums, il y avait une communauté énorme du côté de Matrunks, il y avait C4D Café, enfin plein de choses comme ça. Et à un moment, il y a eu je pense de la part des plus jeunes, un rejet un peu du forum où il fallait des fois attendre plusieurs jours avant d'avoir une réponse, c'était pas si actif que ça, pour se tourner vers Facebook. Et nous, en fait, on a créé le groupe Facebook Motion Designers Community, mais presque sans conviction, quoi. À la base, c'était pour répondre à des commentaires qu'on pouvait avoir sur YouTube. Donc déjà, on était là au bon moment, mais ça ne fait pas tout. Et je pense que ce qui a fait le secret, c'est qu'il y a toujours une raison pour revenir tous les jours. C'est-à-dire que sur la page Instagram, il y a des posts quotidiennement. Donc dans l'inconscient des gens, je pense que si vous revenez le lendemain, vous pouvez vous attendre à avoir de l'inspiration. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup, le fait d'être régulier dans une communauté. Il y a des posts tous les jours sur le groupe. L'équipe de modération est active. Ça aussi, c'est très important d'avoir des gens actifs dans les groupes. Et c'est aussi un travail parfois. C'est aussi aller contacter des artistes, leur dire que ce qu'ils font, c'est bien, les inviter à poster dans le groupe. Donc, on a essayé de maintenir, en tout cas, ce côté vivant. Pareil, quand on va dans le Discord, vous pouvez poster un message sur le Discord. Anglais, français, il est un peu laissé à l'abandon, mais vous allez avoir une réponse, j'ai envie de dire, en moins de 5 minutes. Donc il y a ce côté actif
Et sur l'Instagram, ça doit faire 3 ou 4 ans que je poste tous les jours et je pense que j'ai jamais manqué un jour. Donc il y a aussi ce côté où il n'y a jamais eu un jour de baisse de régime, ce qui fait que les gens savent vraiment qu'ils peuvent revenir le lendemain et ils trouveront de l'inspiration. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence avec beaucoup de communautés que j'ai pu observer qui se sont créées après la nôtre, qui ont monté très très vite et qui sont redescendus ou qui n'ont pas duré dans le temps. Donc je pense que le secret pour durer dans le temps, ça reste, en tout cas en termes de communauté, ça reste de l'activité, rester actif sur le long terme. Voilà, quel conseil tu peux donner pour ceux qui veulent gérer une communauté? Je pense que c'est exactement ce que je viens de dire, c'est le fait d'être régulier. Essayez de trouver les personnes qui sont le plus investies dans votre communauté pour va dire les investir encore plus. Voilà, il y a souvent des personnes qui ont réellement envie de devenir modérateurs. Il y a réellement des personnes qui ont envie de devenir curateurs. Et du coup, quand on trouve des gens qui ont réellement envie de faire ça, et qui sont, on va dire, qui le font de bon cœur, ça permet de développer sa communauté. Mais c'est très rare que quelqu'un vienne de lui-même et dise ouais, salut, j'ai envie d'être curateur pour ta communauté. La plupart des gens n'osent pas. Donc c'est aussi un travail quotidien d'être dans les groupes, d'être sur Instagram et de quelque part repérer les gens qui vraiment apprécient la communauté au sens pur, hein, qui n'y cherchent pas forcément un intérêt. Et du coup, voilà, leur proposer des choses qui leur font plaisir. Parce que si vous trouvez un curateur et que ça ne plaît pas à la personne de faire du partage, au bout de 2 jours, il va arrêter ou alors il va vous demander des sous ou il va vous demander quelque chose en contrepartie. Donc les conseils que je peux donner pour ceux qui veulent gérer une communauté, ça va être d'être actif et d'arriver à trouver les gens qui ont envie de s'investir et de leur donner la parole. Puisque c'est très rare que quelqu'un vienne de lui-même. Ça arrive, mais c'est quand même plus rare. Comment surmonter le stress? Ça aussi, c'est une question qui est plus posée par les étudiants. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je donne des cours dans les écoles. Cette année, je donne des cours à Sup de création et à YardSup. Et les élèves sont déjà stressés au niveau des études. Et très souvent, on me pose du coup des questions sur comment surmonter le stress. Alors moi, il m'a vaincu plusieurs fois, hein. J'ai fait une grosse crise d'anxiété en 2017 qui a pris plus de presque 6 mois pour me rétablir. Je ne pouvais plus rentrer dans ma pièce de travail, je ne pouvais plus regarder l'écran de mon ordinateur. Et mon corps avait associé le fait de s'endormir avec peut-être la mort. Et du coup, à chaque fois que j'allais m'endormir, je me réveillais en sursaut. Et du coup, je m'endormais vers 4-5 heures du matin d'épuisement. Voilà. Donc, disons que c'est mon corps qui m'a arrêté parce que moi, dans ma tête, je me disais, mais ça va super bien. Et je travaillais vraiment beaucoup avec une hygiène de vie pas forcément incroyable, alcool, café, manque de sommeil, mais ça allait. Et je me disais que bon, tant que ça va consciemment, c'est que ça va. Et c'est mon corps qui a lâché. C'est assez marrant, hein. C'est le corps qui lâche, mais l'esprit n'a pas envie de lâcher. Et du coup, c'est après ça, on va dire que je me suis recalibré. Puisque j'ai eu régulièrement des signaux d'alarme, c'est-à-dire que quand j'allais trop loin dans un travail, je commençais à avoir un début presque de crise de panique, et du coup je me disais que c'était vraiment le moment de s'arrêter, et je sais, physiquement, je sais que je ne peux pas aller plus loin, et du coup ça a été beaucoup de lecture, beaucoup l'hypnose m'a beaucoup aidé. Alors je sais que c'est un sujet, voilà, c'est tout le monde n'en parle pas, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui m'a permis de surmonter cette étape de stress pour justement sortir de cette habitude et de ces schémas un peu automatiques et parler avec les autres. Probablement mon ego a fait que j'ai surmonté beaucoup le truc tout seul et j'osais pas trop en parler. Et j'ai eu la chance voilà, de rencontrer des gens qui avaient traversé la même chose. Et d'ailleurs, en parlant avec tout le monde, hein, que ce soit The French Monkey ou même Andrew Kramer, et j'étais très curieux à ce sujet pour savoir si ça leur était arrivé. Et Andrew Kramer, il m'a répondu, ouais, t'inquiète, l'année dernière, j'ai eu des problèmes de concentration et pendant 1 mois, je ne pouvais plus rien regarder, je voyais tout le temps flou. Du coup, je me dis, ah, ça va, ça arrive un peu à tout le monde. Et du coup, je pense que surmonter le stress, je ne sais pas vraiment comment vous dire de le faire, mais pour ceux qui ont du coup qui sont rentrés dans un schéma un peu négatif, tout ce qui est auto-hypnose, hypnose et tout ça,
en tout cas, aide à avoir un état d'esprit qui soit plus, on va dire, fertile pour continuer d'avancer sur les choses. Donc je continue d'apprendre et je continue d'être stressé. Donc j'ai pas vraiment de technique, mais pour ceux qui sont allés trop loin, je sais que ça m'a aidé. Comment nouer et entretenir des relations pro? Pareil, c'est souvent des questions d'élèves. Alors très souvent, on me pose la question, est-ce que tu trouves des gens sur les sites comme Malte ou Freelance? Comment est-ce que tu fais? Et du coup, j'aime bien, justement, comme ce soir, aller à des événements. J'aime bien parler à des gens sur Internet. Et du coup, pour nouer des relations, je pense que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et il faut que ce soit sincère, parce que quand on dit aux élèves, voilà, quand il faut aller dire que quelqu'un, quand vous trouvez que quelqu'un a fait un bon film, il faut aller lui dire, je veux dire, mais vous forcez pas, il faut vraiment que vous ayez pensé que le film est bien, sinon vous allez juste pas aimer le process. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand il y a un film qui m'a plu, j'aime bien envoyer une simple note pour dire que ça m'a plu, j'aime bien féliciter les collègues, ou même des fois, au sens plus large, par exemple, sur des campagnes de pub, des fois, c'est pas forcément ciblé l'artiste en lui-même, c'est pas forcément ciblé le motion designer, mais ça peut être ciblé le directeur de création, qui est pas forcément un motion designer, mais lui dire, hey, t'as fait un bon travail là-dessus. Et alors, soit on n'a pas de réponse, mais des fois, quand on a des réponses, on a souvent un début de brief, puisque les gens s'intéressent souvent en retour. C'est très rare que le mec réponde juste, ouais, ok, merci. Ça peut arriver, mais très souvent, c'est ok, merci, j'ai été voir ce que vous faites et c'est sympa. Et du coup, de là, se crée une relation qui est, on va dire, assez intéressante. Et les entretenir, c'est un peu pareil, c'est continuer de donner de l'attention aux gens qui font des travaux qu'on aime bien. Et je pense que déjà, cibler les gens qui font des trucs qu'on aime bien, c'est assez. En tout cas, j'ai pas l'idée d'aller faire ça avec des gens que j'aime pas. Et encore une fois, c'est assez ciblé, mais je pense que c'est naturel. Je vais plutôt trouver des gens qui font quelque chose dans le même genre de ce que je fais. Évidemment, si vous êtes un flat designer et que vous allez voir quelqu'un qui est à fond dans la 3D technique, ce sera génial de lui dire que vous avez bien aimé, mais il y aura probablement moins de chances qu'il vous fasse travailler. Donc disons que j'essaye aussi, dans les gens que je remercie, même si c'est naturel, d'aller trouver des potentiels futurs collaborateurs. Où est-ce que tu trouves des freelances pour les projets pro? Alors ça, je crois que c'était une question de Simon là-bas, qui est un peu de concentration. Il m'avait posé cette question et du coup, je l'ai notée pour aujourd'hui. Justement, ça aussi c'est une question que les élèves se posent beaucoup, c'est que ouais, quand on sort de l'école, où il y en a qui sont déjà freelance, où est-ce que MHS Prod trouve ces freelances? Et la plupart du temps, les freelances, on va les trouver quand j'ai besoin de quelque chose de vraiment très spécifique. J'aime bien me tourner vers ArtStation. Je trouve que c'est pas mal pour justement trouver quelqu'un par localisation, par style. Et on a vraiment des profils très spécifiques. Et comme avec Sylvain, on est plutôt, on va dire, des profils généraux. Souvent, sur les demandes clients, on va avoir besoin d'un profil spécifique. Donc ArtStation est vraiment bien. Et sinon, ça va être des gens de la communauté. Donc c'est des gens avec qui j'ai déjà un contact. C'est des gens qui peuvent être modérateurs. C'est des gens qui peuvent être des amis. C'est des gens qui peuvent être déjà proches. Donc pas de site, pas de Malte ou des trucs comme ça. Et vraiment, j'essaye de repérer des gens avec qui j'ai déjà des affinités via la communauté ou vraiment des profils qui vont être très spécifiques. Mais encore une fois, ça s'applique que au cadre de MHS Prod. Mais voilà, pour le genre de boulot qu'on a, on ne passe pas par des plateformes. Ça aussi, question d'élève, pas mal. Qu'est-ce que tu penses du métier de motion design? Et je pense que c'est un métier qui évolue très très vite. Il est arrivé et je pense qu'il y a des secteurs qui vont peut-être être grandement automatisés, peut-être par l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. Et je pense que tout ce qui est créatif déjà va survivre. Récemment, on a un client qui est venu pour un site internet et il a vu que je faisais un peu de Houdini, donc il me dit ouais voilà, j'aimerais que tu me fasses un habillage sympa et catchy pour mon site. Fais ce que tu veux, mais fais-moi un truc unique. Donc je pense que quand on arrive à
à vraiment vendre des choses créatives et vendre la créativité, je pense que on a un peu moins à se faire dans le métier. Je dis un peu moins hein, parce que l'intelligence artificielle évolue très très vite. Et tout ce qui est manuel, j'ai l'impression que les animateurs, c'est très demandé. Et si voilà, je vous dis, voilà, il faut animer un dragon qui arrive, qui prend une canette et qui dit hey, c'est super sympa, voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs manuels à faire et qu'il y a pas mal de taf. Et ce qui est assez en vogue pour le moment, alors encore une fois, je vous donne ma vision de la chose, mais c'est tout ce qui va être de l'ordre du motion technique, un peu 3D, donc tout ce qui est Houdini, simulation, design génératif, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de demandes. Là, mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de générations qui se forment, forcément de plus en plus, et il va y avoir, je pense, de plus en plus de gens qui vont être très très bons dans les domaines After Effects, cinéma 4D, et du coup, pour se démarquer, il va falloir être en haut de la mêlée. Du coup, pour moi, j'aime bien regarder ça d'un point de vue offre et demande, et essayer de regarder là où il y a un petit peu moins de personnes qui font, on va dire, cette branche. Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée aujourd'hui sur Discord. Je l'ai notée. On pourrait la traduire par l'éternelle question, est-ce qu'il faut être généraliste ou est-ce qu'il faut être spécialiste? Moi, je suis totalement quelqu'un de général, donc je suis mauvais partout. Mais aujourd'hui, je suis co-directeur d'une boîte et gérant d'une communauté. C'est-à-dire qu'on me demande, au final, je passe très peu de temps, très peu de temps comparé aux autres activités à produire. Et sur les nouveaux boulots, on a la chance d'avoir un budget où je peux engager plusieurs personnes. Et via la connaissance générale que j'ai, ça me permet non seulement de mieux absorber les idées clients, arriver à faire une traduction de son envie, et puis aller vers différents corps de personnes et essayer de traduire ma demande. Et parfois, ça peut être arriver à les débloquer techniquement, arriver à trouver une idée ou une piste. Donc j'ai envie de dire, être général, c'est bien quand on veut s'orienter vers tout ce qui est creative director, même directeur de boîte, même si un jour on arrête la créativité, c'est toujours bien de savoir de quoi on parle, de savoir comment les logiciels fonctionnent, quel type de personnes il faut recruter pour un projet. Et sinon, spécialiste, plus on est bon dans un domaine, forcément, plus on va être spécifique et demandé. Et du coup, c'était une question de mon élève qui me demandait qu'est-ce qu'il faut que je commence pour gagner ma vie. Alors, ce que je lui ai conseillé, vous pourrez réagir, savoir si je lui ai répondu la bonne chose ou pas, mais je lui ai conseillé de commencer à se spécialiser dans quelque chose pour arriver à avoir un revenu de base, puisque son objectif, c'est quand même d'en vivre, quelque chose qui lui plaît, et puis au fur et à mesure, se développer sur les autres types de compétences. Mais je lui ai dit, ça ne sert à rien, de mon point de vue, que tu commences à développer toutes les compétences et que tu t'intéresses à tout, parce qu'on ne va jamais t'engager, parce que tu vas être un peu moyen partout. Alors que si tu as vraiment quelque chose de spécifique, tu auras plus de chances de commencer à avoir un revenu, et via ce revenu, tu auras du temps libre, moins de stress pour t'intéresser aux autres choses. Donc je pense que c'est un métier qui est passionnant, et c'est très difficile de ne pas se laisser divertir par tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que j'utilise comme software et pourquoi? Adobe, parce que j'adore ça. Non, After Effects, parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, et puis c'est le logiciel sur lequel je me suis formé. Cinema 4D, très très simple pour faire tout ce qui est 3D, et récemment, je me suis mis à Houdini. Et le pourquoi, After Effects et Cinema 4D, on va dire, j'ai pas vraiment choisi, c'est plus les tutos et mon apprentissage, bon, c'est là-dessus qu'il faut aller. Et Houdini, plus parce que le software me fascine et je pense que je prends plus de plaisir à créer. After Effects et Cinema 4D, j'aime bien, mais Houdini, j'ai un plaisir qui est un peu supérieur, rien que le fait de se mettre dedans, chercher des choses, ça me fait plaisir. Donc disons que c'est plus une question d'envie. Et du coup, on a les premiers clients qui commencent à arriver dessus. Et ce qui me permet aussi, grâce à la renommée d'MHS Prod, de pouvoir collaborer avec d'autres artistes qui font du Houdini que j'apprécie. Du coup, voilà, plus une question de goût personnel.
Ça, c'est une question, pareil, qu'on m'a posée sur tout ce qui est ordinateur. Et je pense que c'est une méga galère de ouf. Faut savoir plusieurs choses sur les ordinateurs. C'est que, en fonction de si on a envie de se faire un PC pour After Effects et Cinema 4D ou un PC pour Houdini, il va pas falloir avoir les mêmes choses dans son PC. Pareil, si on veut faire du temps réel ou si on veut faire du calcul, de la 3D. Calculé, ce ne sera pas pareil. Il faut savoir que After Effects et Cinema 4D, il y a encore beaucoup de tâches qui sont monothread. Donc parfois, avoir un i5 avec une haute cadence, bah, ça ira plus vite qu'un 128 cœurs avec moins de cadence. Du coup, c'est quelque chose de très intéressant qu'il faut prendre en compte. Les logiciels qui vont vraiment utiliser, en tout cas le logiciel avec lequel on peut faire du motion qui va vraiment utiliser les 128 cœurs, si on a 128 cœurs, c'est Houdini. Pareil pour Octane, alors j'ai su ça des mecs qui bossaient chez Octane et Yvan, je ne sais pas si ça a évolué, mais pareil pour l'envoi de géométrie, ils n'utilisent pas tous les cœurs. Donc encore une fois, mieux vaut privilégier je crois qu'il en utilise 4, donc mieux vaut privilégier une haute cadence plutôt qu'un grand nombre de cœurs. Pareil pour la RAM, Cinema 4D, il utilisera rarement toute votre RAM, alors que Houdini, vous pouvez monter à 256, il utilisera tout. Et pareil pour les cartes graphiques, After Effects, comme il fonctionne avec le principe de, alors je vais le dire à l'anglaise, rasterization, il a peu de chances, à moins une réécriture de cœur, d'être multi-GPU dans le futur. Donc mieux vaut une super grosse carte graphique, par exemple dans le PC d'Andrew Kramer, il y a une Titan RTX, plutôt qu'avoir 4 cartes graphiques. Donc tout ça, c'est des choses bien chiantes à prendre en compte en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mais il n'existe pas de PC qui puisse tout faire. En tout cas, si on a envie de faire After Effects, Cinema 4D et Houdini, on devra faire forcément des concessions. Donc j'ai envie de dire, si vous vous orientez plus vers quelque chose qui va être motion traditionnel, comme After Effects et ces 4D, mieux vaut privilégier peut-être un ordinateur avec un CPU avec une haute fréquence de RAM, et puis partir peut-être sur 2 cartes graphiques plutôt que 4. Et voilà, après, si vous faites du Houdini, vous pouvez tout booster au max, et plus votre ordi est boosté, plus il utilisera les performances de votre ordinateur. Donc j'espère avoir répondu à cette question qui est... Enfin, c'est une bribe de cette question, parce qu'après, il y a aussi la compatibilité entre les composants, etc. etc. C'est un bel enfer. Mais voilà, j'espère avoir apporté de la lumière sur le point monothread, multithread. Voilà une question, où est-ce que tu te vois plus tard? Je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais. Enfin, pour le moment, la 3D, le motion et l'aventure de la boîte, ça me plaît bien, mais c'est pas forcément quelque chose que je me vois faire. Si on me pose la question dans 10 ans, je ne sais pas si j'y serai encore. Comme vous avez pu le comprendre, à la base, mon idée, mon rêve, c'était voilà, de faire de la musique. J'en ai fait un moment, et puis je suis parti vers le motion, et peut-être que je découvrirai quelque chose de nouveau. J'aime bien ce concept de on se laisse guider par les choses et on peut découvrir quelque chose qui marche bien. Et pour le moment, voilà, ça me plaît, mais il n'est pas exclu que je trouve autre chose qui puisse me plaire. Voilà, on parle aussi souvent de comment est la concurrence dans le métier. Alors là, c'est mon point de vue d'entrepreneur et aussi notre point de vue de personnes qui avons eu beaucoup de visibilité. Donc, qui dit beaucoup de visibilité peut dire une forte exposition, des jalousies et de la concurrence, puisqu'à un moment, on s'est mis à commercialiser des tutos. Et déjà, on a essayé plusieurs fois de faire sauter notre chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut faire ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément. Et à un moment, mon collaborateur Sylvain travaille sur une formation cinéma 4D de 35 heures. Il l'a mis en ligne sur tuto.com, donc en vente. Je crois que le prix était à 85 €, donc quand même un bel investissement. Et on est à la mode de la note. Si vous avez une bonne note, les gens vont acheter de ouf. Et si vous avez une mauvaise note, plus personne n'achète. On a fait 20 ventes très 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 rapidement. Et au bout de 20 minutes, donc en fait on a eu beaucoup d'achats parce qu'il y avait beaucoup de gens de la communauté qui attendaient justement cette formation. Et au bout de 20 minutes, il y a une note de 1 étoile. Au bout de 20 minutes, sur un tuto de 35 heures. Et là, la galère de ouf, les ventes se figent. Mais vraiment, de la journée et même des 24 prochaines heures, on n'a plus fait aucune vente.
Du coup, obligé de contacter le gars de tuto.com. Le gars me parle de son système un peu faire, etc. Il veut laisser la note, etc. etc. Je comprends que ça va pas être possible. Et du coup, on a été obligé de se créer des comptes et de racheter 3 ou 4 fois notre propre tuto pour remonter la note, qui est remontée, je crois, à 4,5 ou à 4 sur 5. Et ensuite, les ventes sont reparties. Et là, je pense que si on regarde, je crois qu'on a plus de 250 ventes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a quand même de la concurrence, il y a quand même une part de... Mais je pense que c'est le monde de l'entreprise en général, mais quand on est visible en tout cas, ou qu'on a des clients, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et voilà, je ne parlerai pas non plus de toutes les pratiques qu'ont pu avoir des clients, je ne parlerai pas de tout ce qui est concurrence et tout, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même euh, une part de concurrence qu'il ne faut pas négliger. Ça reste un milieu d'entreprise et forcément voilà, un milieu où il y a des places de marché, où forcément il y a des gens qui vont se placer avant d'autres. Donc ça, il faut y être préparé, je pense, psychologiquement et aussi voilà, être capable de trouver des solutions rapidement. Comment bien se préparer au métier? Moi-même, je suis surpris par la question, hein. Comment bien se préparer au métier? Je dirais que ça va être très intéressant de ne pas faire comme on a fait, puisqu'on s'est pris pas mal de claques, mais justement de rejoindre des communautés, trouver des mentors, trouver des boîtes qu'on peut visiter, glaner des conseils par-ci par-là, et quelque chose de vraiment indispensable, avoir des retours d'expérience d'autres professionnels, et quelque chose qui peut vraiment aider. Et du coup, pour tous ceux, je ne sais pas s'il y en a qui se lancent dans le métier, mais pour tous ceux qui vont bientôt débuter, je vous recommande fortement de poser 4 ou 5 fois les questions à des personnes différentes pour savoir comment aborder un sujet. Par exemple, si vous avez un client qui ne vous paye pas, si vous avez besoin d'engager quelqu'un, essayez vraiment de glaner des informations. Et je pense que c'est... on ne peut jamais vraiment se préparer, mais ça permet de minimiser plein de choses. Est-ce que tu as douté dans ton apprentissage? Est-ce que tu perds parfois la motivation? Douter dans mon apprentissage, pas vraiment, puisque je me suis jamais vraiment posé la question. On va dire j'ai continué d'apprendre et de pratiquer, encore une fois, sans chercher à aller trop loin. Quand je débutais, je cherchais à faire plein de choses, mais très rapidement, je me suis arrêté sur ce qui me plaisait pas. Par exemple, l'animation de personnages, j'avais essayé et je me suis très vite dit, c'est pas pour moi. Donc disons que j'ai été motivé, mais qu'aujourd'hui je ne suis plus démotivé, puisque j'ai arrêté ce qui me démotivait. Et mon secret, voilà, ça a été de continuer dans ce qui me plaisait. Comment est-ce que tu vis? Ça, c'est une question qui est un peu plus intime, mais qu'on m'a posée aussi sur le Discord. Voilà, il y a pas mal de curieux. On sait jamais comment les gens peuvent vivre, quelle est la situation des gens, etc. etc. Donc, je ne vis pas mieux qu'un freelance. L'entreprise, ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous rapporter quelque chose d'énorme. Je pense que Pierrick l'a bien décrit. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements. Et voilà, c'est un retour sur investissement qu'il faut envisager comme quelque chose de plutôt long. Donc disons que je vais vivre normalement, pour l'instant, dans un petit appart au 14e, bientôt en Auvergne, puisque là-bas, on peut avoir une maison pour le prix d'un 10 mètres carrés à Paris. Voilà. Et pareil, d'autres questions qu'on m'a posées, je les ai notées, mais voilà, est-ce que ton travail te rend fier? Je pense que comme tout, il faut avoir une part de fierté dans ce qui nous plaît et toujours une part de critique pour continuer d'avancer. Et ça, je crois que c'est la dernière question. Est-ce que c'est compliqué de monter une entreprise? Alors, c'est simple si on a de l'argent, puisqu'il existe maintenant des services qui peuvent monter votre entreprise. Nous, on a fait en tout cas monter notre entreprise par un cabinet comptable qui s'est chargé de tous les papiers. Donc, disons que si on a une base d'investissement et qu'on arrive à repérer les personnes vers qui s'entourer, ça peut être assez rapide. Et d'ailleurs, c'est totalement obligatoire d'avoir un comptable quand on a une entreprise. Enfin, je dis totalement obligatoire, pour moi en tout cas, hein, parce que sinon, déjà en ayant un comptable, on passe énormément de temps dans tout ce qui est paperasse, gestion, etc., etc. Et il y a des choses qu'on peut simplement pas deviner, où il faut prendre un long temps pour se renseigner. Donc je dirais que non, c'est pas quelque chose qui est compliqué, mais effectivement, on découvre un niveau de complexité qui est largement supérieur à ce qu'on connaît quand on est freelance.
Et est-ce que freelance est plus rentable? Je gagnais plus d'argent en tant que freelance qu'en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc là, je me questionne moi-même. Voilà, donc freelance, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai beaucoup d'amis qui avaient des entreprises et qui ont arrêté, qui sont revenus au freelance. Et ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. L'entreprise va nous apporter des avantages qu'on n'a pas forcément chez le freelance. Pour tous ceux qui se posent la question, qui sont freelance et qui pensent peut-être un jour avoir une entreprise, disons que ça devient facile d'engager des gens. On a rapidement un petit peu plus de crédit aussi auprès des clients directs. Quand on a des clients directs, c'est toujours plus rassurant, hein. C'est un énorme cliché, mais c'est plus rassurant de dire qu'on est une boîte que de dire qu'on est quelqu'un tout seul. Et on peut aussi déduire la TVA. Donc si on a beaucoup d'investissements dans tout ce qui va être matos, logiciel, voyage, organisation d'événements, c'est rentable. Et nous, à vrai dire, on l'a fait l'entreprise, pas parce qu'on avait envie de faire une entreprise, mais parce qu'on explosait les seuils et que pour organiser nos événements et recevoir de l'argent des sponsors, il fallait faire une entreprise. Donc vous voyez que même dans le terrier, on continue d'y creuser, mais on découvre petit à petit du coup les avantages et les inconvénients d'une entreprise. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, peut-être beaucoup trop, mais j'espère que ça vous aura appris beaucoup de choses. Oui. Moi? Oui. Ok. J'ai deux questions. Il y en avait une qui était technique vis-à-vis de ce que tu disais vis-à-vis des moteurs de rendu 3D. Les moteurs de rendu physique, est-ce que c'est globalement, ça fonctionne tous comme Octane? Par exemple, je vois sur Cycle et sur Redshift. Et du coup, ni l'un et l'autre, est-ce qu'il y a besoin juste d'un monothread qui est plus cadencé ou juste tous fonctionnent différemment Tous fonctionnent différemment. Et pareil, en termes de plus et de moins, on va aussi avoir des limitations pour tout ce qui est moteur de rendu GPU. Ça peut être en termes de textures stockées, en termes de géométrie stockée. Et c'est pour ça que la plupart des grosses productions sont encore rendues des fois sur Arnold, par exemple, et non sur Redshift ou Octane. Ouais, donc ils fonctionnent un peu tous différemment. D'accord, ok. Et du coup, ma deuxième question, c'était vis-à-vis du ratio. Donc, tu disais que tu avais à la fois la communauté et tu avais aussi ta boîte, MHS Prod. Et c'est quoi le ratio temps que tu passes à peu près au quotidien sur l'un et l'autre? Ça va vraiment dépendre des jours. Je pense que j'essaye de faire quelque chose d'équilibré. Je reste un créatif et le plus possible, j'essaye de mettre les mains dans le logiciel. La communauté, je dirais, prend minimum 2 heures par jour. Et ma chaise prod, ça dépend des périodes. Là, on va être bientôt à boucler le bilan, donc ça prend énormément de temps en appel comptable, retrouver les factures, se rendre compte de là où on s'est trompé. Et du coup, depuis 2 semaines, je suis un peu dans tout ce qui est gestion d'entreprise et moins dans ce qui est communautaire. Et quand il y a des périodes plus communautaires, comme par exemple les organisations d'événements, forcément, ça prend plus de temps. Donc j'essaye d'avoir, et je pense qu'il vient naturellement, ce ratio 50-50. Merci. De rien. J'avais une question. Oui. Au-delà du temps, est-ce qu'il y a pas une grosse charge mentale aussi à se dire tous les jours, il faut que j'aille chercher des trucs sur Internet pour les repartager, pour satisfaire 300 000 personnes derrière. Tous les gens qui écrivent, qui like, je vois que tu réponds aussi pas mal sur Facebook, j'imagine que tu réponds sur Discord. Je sais pas. Je pense que ça dépend de comment on est fait et comment est-ce qu'on perçoit la charge. Moi, ça m'a jamais dérangé, en tout cas tous les jours, d'aller chercher de l'inspiration. Et j'essaye toujours de le faire dans des temps, on va dire, rentables. Alors c'est la mentalité d'entrepreneur, mais j'aime bien aller à la salle de sport. Et généralement, soit sur le vélo, soit sur le tapis de course, je vais m'occuper par exemple des emails ou des posts. Là, par exemple, si, je crois que j'ai fait des posts aujourd'hui. Par exemple, je suis venu en Uber et dans le Uber, j'ai fait les posts. Et donc du coup, chaque temps mort au lieu d'être remplacé par de la musique ou Angry Birds, il est remplacé par des automatismes, mais qui sont là depuis plus de 3 ans. Donc en fait, c'est quelque chose qui me dérange plus du tout. Peut-être que le fait de monter une communauté au début, c'est chiant. Mais à la fin, en fait, c'est tellement quelque chose de normal. C'est comme quand on a des chiens, il faut se lever le matin pour les sortir. Et au bout d'un moment, on sait qu'on doit se lever le matin, on se lève le matin. Et si tous les matins on se lève en se disant ah, si j'avais pas de chien, je pourrais rester dormir au lit, je pense que le chien, on finit par le donner. Donc non, moi ça ne prend pas trop de charge mentale parce que c'est fait naturellement.
Et je sais me déconnecter au bon moment, c'est-à-dire que quand je vais travailler et ouvrir mon logiciel, bah, je me coupe des réseaux, je coupe mon Internet et je vais faire par exemple 2-3 heures dans un logiciel et après je réactive. Donc je sais aussi me donner ces moments de focus qui je pense sont importants quand on travaille dans un logiciel. Je pense que c'est important de se couper des notifications parce que très vite c'est facile d'être happé et c'est très difficile de revenir. Donc généralement quand je suis sur un boulot professionnel, j'essaye de me couper et sinon le reste du temps bah, c'est en fonction de la demande. Et aussi je suis sélectif, je te réponds puisque sur Facebook en fait j'ai un système de notification qui est activé seulement pour certaines personnes. Donc quand ça sonne, je sais que c'est un message potentiellement auquel il faut que je réponde, sinon le reste des autres personnes sont en mute et j'y réponds quand j'ai le temps. Ça peut être des fois 2-3 jours après, des fois jamais. Donc ça dépend vraiment du moment, quoi. Mais c'est pas ça qui me prend de la charge mentale. Bon, bah, merci. Merci à vous. Ah, une dernière question. Comment tu fais tes sélections sur les réseaux sociaux pour partager des personnes? Parce que c'est quand même un travail un peu subjectif. Est-ce que tu arrives à être objectif? Parce qu'il y a une question de goût où on peut... Il y a zéro objectivité. Je pense que c'est totalement mes goûts personnels et puis je suis le seul curateur sur la page. De temps en temps, il y a eu des petites périodes où d'autres personnes m'ont aidé sur la page et les curations étaient totalement différentes parce qu'elles dépendaient de leur goût. Donc ça, pour être 100% honnête avec toi, ça dépend majoritairement de mes goûts. Après, j'essaye de faire quelque chose qui est... ça reste mes goûts, mais j'essaie de partager de la variété. C'est-à-dire que même si je ne suis pas spécialement fan de flat design, je vais quand même aller chercher des flat design que j'aime bien. Je vais quand même essayer d'apporter de la variété, mais encore une fois, de la variété qui est basée sur mon jugement. Donc il n'y a malheureusement pas d'objectivité. Et je pense que sur les autres pages, c'est un peu pareil, quoi. Ça dépend vraiment du curateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des communautés très différentes. Par exemple, il existe la communauté Motion Lovers, qui est presque exclusivement que flat et 2D. Et du coup, la nôtre est beaucoup plus orientée 3D et même inspiration en général. Il y a des choses qui ne sont pas du tout du motion design que je vais repartager, parce que je pense que ça peut par exemple inspirer des motion designers. Donc c'est voilà, variable. Est-ce que des fois, juste dernière question, tu essaies aussi de valoriser les petites personnes, enfin, les pas connus, les jeunes, de trouver des nouveaux talents, entre guillemets? Ouais, dans ce que je fais, j'essaye vraiment de faire un travail de recherche. Mon critère de recherche va plus être, comme c'est une grosse page, disons que les gens sont très picky, j'essaye de trouver un travail qui est bon et que les gens vont probablement avoir plus de chances d'apprécier. Mais que la personne ait 0 ou 100 000 followers, ça ne m'importe pas. Et j'essaye vraiment tous les jours d'essayer de trouver des nouvelles personnes. Forcément, il y en a qui reviennent beaucoup plus que d'autres. Ça, c'est normal de par les algorithmes, de par les choix personnels. Mais justement, c'est aussi mon intérêt. Parce que tu as pu le voir, notre communauté elle est aussi connectée à notre travail pro. Donc en trouvant des nouveaux talents, c'est aussi potentiellement trouver des nouveaux collaborateurs. Alors que si je partageais les mêmes personnes depuis 3 ans, je n'aurais pas forcément de nouvelles relations intéressantes.